Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Merci Philippe pour la présentation. Je vais vous parler effectivement d'innovation. Et en fait, moi, les points clés en fait sur mon parcours innovation, c'est effectivement Innogex, qui est un incubateur qui est lié au CERN. Et donc, je ferai référence à quelques entreprises qui sont issues de ce partenariat avec le CERN. J'étais dans une société qui a été dans la mobilité hydrogène. J'ai également monté un blog, le blog Innovecteur, il y a plus de 5-6 ans. Donc là, vous trouvez plein d'articles, plein de posts, des podcasts sur l'innovation en général. Et puis, effectivement, j'ai été consultant, chef de projet. Donc, j'espère comprendre un petit peu vos métiers. Voilà un petit peu pour mon parcours. Et alors, le propos de ce soir, c'est de parler, vous l'avez compris, innovation responsable, et notamment parce que je sors un ouvrage sur l'innovation responsable. Vous voyez le titre à l'écran, du projet innovant au management responsable de l'innovation. Donc, c'est vraiment la sortie. Et donc, on va parler d'innovation et d'innovation responsable. Et donc, ça veut dire deux sujets, parce que lorsqu'on lance une innovation, ça veut dire qu'on crée un nouveau produit, un nouveau service qui aura des impacts sur les usages, sur les clients, sur la société. Et donc, ça vaut le coup de se poser la question lorsqu'on a cette idée et puis lorsqu'on développe le produit, de savoir si c'est ou pas une bonne idée de lancer ce produit-là. Et donc, cette notion de responsabilité, d'impact de l'entreprise. Et puis, les questions plus prioritaires sur lesquelles je vais essayer de focaliser un petit peu, c'est vous, en tant que chef de projet, business analyst, est-ce qu'on gère de la même façon un projet innovant qu'un projet classique? Alors, qu'est-ce qu'un projet classique? On pourrait y passer une soirée, mais quelles sont les spécificités de l'innovation? Et puis aussi, comment finalement traiter la gestion des impacts lorsqu'on est en entreprise. Donc, voilà pour la thématique. C'est une histoire vraie. C'est celle de Magellan, portugais, et qui un jour, alors imaginez-le, devant son roi, et puis qui lui dit, vous le savez, les épices d'Orient sont de plus en plus prisées en Europe, les prix s'envolent, un peu comme les crypto-monnaies. Alors, les commerçants arabes, certes, assurent le transit, mais à des prix de plus en plus exorbitants. Et moi, j'ai un nouveau projet, c'est d'aller chercher des épices en Orient, mais par un autre chemin. Donc, plutôt que de contourner l'Afrique, on va contourner l'Amérique. Parce que je connais un passage qui va nous permettre de gagner du temps. Donc ça, c'était le projet de Magellan. Et donc, il va partir en 1519 avec 5 bateaux. Et il va revenir, en tout cas, son expédition va revenir 3 ans plus tard, alors complètement disloqué avec un seul bateau. Mais il aura passé le fameux cap de Magellan. Et puis surtout, il va revenir avec des épices qui vont couvrir finalement l'ensemble des dépenses. Donc, je vais faire référence à ces éléments historiques parce qu'ils sont assez intéressants, parce qu'ils permettent de faire le lien avec l'innovation, puisque finalement, ce qu'a fait Magellan, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Il est vraiment parti à l'aventure, en plein dans l'exploration. Et puis, on peut se poser la question de savoir quels ont été les impacts d'un tel projet, finalement, à quoi ça a servi pour l'humanité ou pour l'histoire d'avoir franchi ce cap-là et d'avoir découvert des nouvelles contrées. Donc, j'utiliserai ce thème-là pour faire les liens avec notre sujet sur l'innovation responsable. Et j'ai, tout à fait personnellement, listé 3 sujets en fait qui sont assez classiques et qui sont typiques de l'innovation et des innovateurs. C'est lorsqu'on démarre un projet innovant, en fait, on n'a pas grand-chose comme information, pas grand-chose comme connaissance, et on a besoin d'augmenter ses leviers d'action. C'est-à-dire qu'on a besoin de se débrouiller pour finalement se donner des marges de manœuvre. Donc ça, c'est le premier point qu'on abordera. Et puis les 2 autres, j'ai l'impression que je les vois un petit peu moins, c'est lorsqu'on est vraiment dans l'incertitude, quelle stratégie avoir, quelle stratégie d'exploration avoir. Et donc, les personnes du CERN, un chercheur, c'est en fait un explorateur, puisqu'il avance dans l'inconnu. Donc, quelles sont les stratégies qu'on peut appliquer lorsqu'on est dans l'innovation? Et puis le dernier point, c'est ce que j'ai dit, c'est la gestion des impacts, essayer d'anticiper et puis de mesurer les conséquences réelles de l'innovation.
Et donc, je le ferai, vous l'avez compris, en prenant un épisode de la vie de Magellan, en essayant ensuite d'avoir un élément théorique, lister quelques académiques qui ont travaillé sur le sujet, et puis un exemple un petit peu plus concret. Voilà pour le programme. Alors, pour cette première partie, donc augmenter les leviers d'action. Donc voilà, Fernand de Magellan, quelques points historiques. Donc, il est né vers 1480 dans une famille portugaise, plutôt de petite noblesse. Et en fait, il va s'engager dans la marine et il va y occuper en fait des postes tout à fait simples sur les bateaux. Par contre, toute cette expérience-là et tout ce temps-là passé sur les bateaux va lui donner en fait plein d'informations. Il va développer ses connaissances puisqu'il va aller plusieurs fois jusqu'en Indonésie et il va rencontrer des capitaines, des marins et également des géographes qui vont lui donner plein d'informations sur la connaissance du monde à ce moment-là, et notamment Falero, un géographe de renom, qui va lui livrer un secret. Et c'est ce fameux secret qu'il va exploiter et qui va lui permettre, ou en tout cas lui donner l'idée de lancer ce projet, d'aller donc jusqu'en Orient en passant par l'Amérique du Sud. Donc c'était ça le secret qu'il a cru comprendre ou qu'il a cru acquérir, c'est qu'au sud du Brésil, un passage permettait de passer directement dans l'océan Pacifique et d'arriver donc dans ces fameuses îles aux épices. Donc ça, c'est pour les points forts de Magellan, donc plutôt curieux, un homme de terrain qui acquiert des connaissances, qui réussit à se tisser d'amitié avec un certain nombre de personnes. Par contre, il n'est pas très à l'aise avec les relations diplomatiques, relations de réseau. Et donc, en fait, lorsqu'il va faire sa proposition à son roi, en fait, il va échouer lamentablement. Il va se faire rembarrer. Mais il a du rebond. Et donc, si son roi Portugal refuse son projet, pas de problème, il suffit de franchir la frontière, de passer de l'autre côté en Espagne, et là, avec un peu de chance, grâce à un troisième contact, Aranda, qui travaille à l'époque à la Chambre de commerce de Séville, il va réussir à avoir un rendez-vous auprès du roi d'Espagne, Charles Quint, qui va lui dire « Banco, c'est parti, je te donne le budget pour ce projet-là ». Et donc, voilà ce que c'est que d'augmenter ses leviers d'action, c'est lorsqu'on n'a pas grand-chose, qu'est-ce qu'on peut activer dans ses connaissances, dans ses compétences, pour finalement augmenter son levier d'action et se faire des alliés qui vont vous aider dans votre projet. Et là, Magellan, en tout cas, l'a réussi de façon admirable. Et en fait, cette théorie-là, il y a une américaine, d'origine indienne, Sarasvati, donc qui a étudié en fait le comportement des entrepreneurs qui réussissent. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'ils avaient un état d'esprit particulier, alors qui va un peu à l'encontre de tout ce que l'on apprend dans la gestion de projet. Lorsqu'on fait de la gestion de projet, on vous dit, voilà, au départ, il y a des charges, ils font un Gantt, les étapes, les livrables. Et donc là, en fait, les entrepreneurs ne font absolument pas de plan parce qu'ils en savent rien. Tout comme Magellan, en fait, ils n'en savaient rien du tout. En fait, ils vont plutôt partir de ce qu'ils ont et puis ils vont essayer de se demander, mais avec ce que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que je peux en faire pour avancer d'un pas dans la bonne direction et la direction de mon projet. Et en fait, c'est ça les entrepreneurs et donc les innovateurs, c'est de commencer avec ce qu'on a sous la main et puis d'avancer. Et qu'est-ce qu'on a sous la main? On a des connaissances, des compétences, des moyens financiers réduits, des moyens techniques, et puis surtout tout un réseau de connaissances que l'on peut activer pour se faire des alliés. Et puis l'autre point, et sans en parler avec les crypto-monnaies, lorsqu'on est sur un projet innovant, les startups, on vous vend des business plans qui vous montrent des réussites à 3 ans, à 5 ans, des retours sur investissement, etc., etc. Donc, en général, c'est quand même assez hypothétique puisqu'on se base sur pas grand-chose et qu'on ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain. Ce qui est plus simple, plutôt que d'imaginer ce que sera demain, c'est plutôt de se dire ce qu'on est prêt à mettre, ce qu'on est prêt à investir aujourd'hui. Et donc, lorsqu'on est investisseur dans des crypto-monnaies, plutôt que de se dire qu'on va faire x3, x10, on va se dire, OK, aujourd'hui, j'investis combien, puis on verra bien ce que je gagne. Et donc, c'est ça, en fait, le fonctionnement des innovateurs, c'est de finalement démarrer avec ce que l'on a pour essayer d'avancer d'un pas. Donc ça marche très bien lorsqu'on est une start-up, lorsqu'on a peu de moyens, mais lorsqu'on est une entreprise, en fait, on va se heurter à tout ce qui est en place dans l'entreprise. Et en général, on vous demande un budget, un business plan, un business case, des choses tout à fait factuelles pour être bien sûr qu'on ne prenne pas de risques. Mais évidemment, l'innovation, c'est tout à fait l'opposé, c'est de prendre des risques et c'est en général se planter. Et donc là, je vais vous parler de Xerox.
Donc, Xerox, vous connaissez, un fabricant d'imprimantes, etc. Ils ont inventé un business model de folie qu'ils ont réussi à faire dans les années 70, mais gagner beaucoup d'argent parce qu'ils ont réussi à inventer un nouveau business model où ils mettaient en location leurs photocopieurs, en fait, et où les premières photocopies étaient gratuites. Donc, évidemment, les gens testaient, utilisaient, et puis finalement étaient liés à la marque, tellement qu'au bout d'un moment, il y a eu des procès pour monopole, en fait, abus de position dominante. Et donc, à ce moment-là, Xerox s'est dit qu'il fallait quand même qu'ils investissent dans des sources alternatives. Et donc, ils ont lancé, en fait, un parc à Palo Alto, le Xerox Park, pour essayer d'inventer des nouveaux concepts. Et donc, en fait, ils se sont donné l'objectif de tester l'architecture de l'information. C'était ça, le projet. Allez-y, vous avez carte blanche, vous avez des moyens, faites-nous des choses sur l'architecture de l'information. Et donc, ça a super marché. Ils ont inventé l'impression laser. Ils ont inventé, vous le voyez au milieu, alors c'est le Xerox Alto, en fait, c'est le premier ordinateur personnel. Il y avait même le réseau, donc vous voyez un clavier, une souris. Et puis, vous voyez à droite le Dynabook, qui est finalement l'ancêtre de la tablette. Donc, ils ont vraiment bien réussi. C'est-à-dire qu'ils ont été de très bons inventeurs. Par contre, avec la maison mère, ça s'est un peu moins bien passé. Parce que, en fait, les gens qui vendaient des photocopieurs en costume cravate sur la côte Est ne comprenaient pas bien ce que les copains de la côte Ouest, en vélo, un peu cool, arrivant à 10h du matin, partant à 22h, inventant des trucs, se disent, mais à quoi ça sert tout ça? Nous, je ne sais pas si vous avez compris, mais nous, on vend des photocopieuses. Donc, vos trucs, c'est sûrement bien, mais qu'est-ce qu'on va en faire, nous? Et il y a eu des conflits pas possibles. Ça s'est terminé parce qu'ils ont notamment fait venir des journalistes, où ils ont fait des photos de mode, etc. Bref, c'était la contre-culture totale. Donc, ça a fini par exploser entre les deux parties de l'entreprise, les innovateurs et puis les gens qui assuraient le salaire de tout le monde, quand même. Mais il y a eu un petit malin qui, à ce moment-là, est passé. Vous imaginez. Il a passé 10 minutes sur le parc, Steve Jobs, et en voyant ce qui se passait chez Xerox, il a compris, en fait, il a eu cette vision, parce qu'il était lui-même en train de chercher ce que serait l'informatique de demain, et il a compris ce que serait l'informatique. Simplement, lui, il l'a transformé en produits qui se sont vendus, donc il l'a transformé en innovation. Donc, vous voyez évidemment le Macintosh, vous voyez la tablette. Donc, il y a des gens qui inventent, et puis il y a des gens qui innovent, c'est-à-dire qui mettent sur le marché. Et on a souvent ce genre de conflit dans les entreprises en place, parce qu'évidemment, les innovateurs, les inventeurs dérangent ce qui est en place parce qu'ils ne respectent aucune règle. Bref, ce sont des rebelles. Alors, juste pour Xerox, tous les bénéfices grâce à l'impression laser a complètement remboursé tous les frais qu'ils ont eu sur le parc, donc ils s'en sont très très bien sortis. Mais ce qu'on peut garder en tout cas comme conclusion, c'est que lorsqu'on gère un projet innovant, il faut le faire évidemment d'une façon complètement différente des projets classiques. C'est-à-dire que si on veut appliquer les mêmes règles, alors soit on n'innovera pas, soit ça ne marchera pas. Donc, il faut avoir des modes de management différents. Je ne dis pas qu'il faut des équipes différentes ou qu'il faut des entités différentes. Je dis juste qu'il faut le gérer différemment. Ça, c'est le premier point. Et qu'il est très difficile dans une entreprise de gérer à la fois les activités courantes et puis les activités complètement disruptives. En général, ça crée des conflits parce que les deux ne se parlent pas. Et pourtant, c'est le dialogue entre ces deux réalités en fait qui fait en général le succès. En fait, c'est pas les activités courantes toutes seules ni les innovateurs tout seuls, mais c'est la rencontre entre les deux qui en général provoque de belles étincelles. Donc, essayez de le garder aussi pour vous demain. Comment essayer de concilier finalement ces deux mondes. Donc voilà comment on peut augmenter ces leviers d'action et voilà la difficulté à le faire lorsqu'on est dans une entreprise établie. Donc ça, c'était pour la première partie. On va revenir à Magellan pour la stratégie d'exploration. Définir une stratégie d'exploration. Imaginez quand même que vous êtes l'un de ces hommes là qui est prêt à faire ce parcours, donc partir de Séville pour traverser le monde. Imaginez aussi que vous soyez Magellan, en train de vous dire bon, je vais partir avec, j'ai le budget, qu'est-ce que je vais en faire, de combien de bateaux j'ai besoin, et puis qu'est-ce que je mets dans mon bateau. On est parti pour combien de temps? 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans? Personne ne sait. Évidemment, personne ne peut l'aider. Donc, évidemment, pas simple. En tout cas, il lui faudra 3 ans pour préparer son expédition. 3 ans pendant lesquels il va acquérir les bateaux, les remettre en état, charger de provisions, d'armes, de quoi faire du commerce.
et puis avoir de quoi se protéger des températures polaires, des températures tropicales. Bref, ça, pour la partie risque prévisible, il s'est plutôt bien préparé. Par contre, à partir du moment où il va être au sud du Brésil, c'était là, normalement, vous vous souvenez, qu'il aurait dû trouver le passage qui lui permettait de couper et d'arriver directement dans les îles aux épices. Pas de bol, quand on est au sud du Brésil, il n'y a pas de passage. Et donc, il va plutôt rencontrer des baies. Et chaque fois, alors bon, quand la baie est petite, on peut s'imaginer que le passage n'est pas là. Mais quand la baie est grande, il y a toujours un doute. Et donc, il va mettre en place une stratégie d'exploration. Donc, si la baie était de petite taille, en fait, il envoyait les bateaux les plus rapides et puis leur donnait quelques jours pour aller faire le tour, revenir et puis dire au reste de l'expédition si c'était le bon passage ou bien s'il fallait encore continuer au sud. Et puis, lorsque la baie était grande, là, il divisait la flotte en deux. Et puis, il y avait la moitié qui allait dans une direction, la moitié dans l'autre. Et puis, là aussi, au bout de quelques jours, on se retrouve pour faire le point. Alors, c'est cette stratégie d'exploration qu'il va utiliser systématiquement pour toutes les baies qu'il va rencontrer. Et alors, si on grossissait, et puis si vous regardez en direct sur Wikipédia ou toutes les bonnes cartes, vous voyez qu'il y a plein de passages et qu'il y a plein de quoi faire d'exploration avant de trouver finalement ce fameux cap. Mais il va réussir finalement à passer le passage. Et donc, il va arriver dans l'océan Pacifique et il va finir par trouver les îles aux épices en passant donc par le sud de l'Amérique. Mais donc, la question, c'est que lorsque vous êtes sur le projet innovant, vous avez besoin d'avoir une stratégie d'exploration, sinon vous allez dans le mur. Alors, quelles sont les bonnes stratégies d'exploration lorsqu'on ne sait pas où on va? Notamment Sylvain Lanf, qui a travaillé sur ce sujet. Alors, il vous dit, bon, quand on ne sait pas, c'est bien d'avoir plusieurs projets en parallèle, parce qu'au moins, peut-être qu'il y en a un qui va marcher. Et effectivement, c'est un petit peu ça. Lorsque le projet est incertain parce qu'on manque d'informations, donc là, on lance des études, on fait une étude de marché, on fait une étude de faisabilité technique, on fait des tests avec des fournisseurs, et puis on avance progressivement et on acquiert l'expérience. Donc ça fonctionne plutôt bien lorsqu'on est sûr qu'il suffira d'avoir des informations complémentaires pour avancer. Et c'est ce que font les startups, parce qu'en fait, les startups n'ont pas d'autre moyen que de choisir une voie, d'avancer avec les quelques moyens qu'elles ont, et puis de voir si ça débouche sur quelque chose, s'il faut pivoter ou si on continue dans la bonne voie. Lorsqu'on est une entreprise avec plus de moyens ou lorsqu'on est pressé par le temps, la stratégie, c'est qu'en fait, il y a eu des développements parallèles, en fait. Parce que lorsque c'est trop complexe, parce que acquérir des informations ne vous permet pas de comprendre, ce qu'il faut, c'est lancer plusieurs pistes, toutes différentes les unes des autres, puis voir ce que ça donne, combinant éventuellement des informations apprises sur un projet ou sur l'autre, pour essayer de trouver la meilleure voie, en tout cas. Et ça marche si on a des moyens importants, puisqu'il va falloir mettre plusieurs équipes en parallèle sur plusieurs projets, donc avoir des compétences et puis des moyens financiers pour financer ces gens, et puis être capable de gérer aussi la compétition entre les équipes, parce que, évidemment, si vous avez 5, 6 ou 10 équipes au sein de la même entreprise qui travaillent sur le même projet, ça peut créer quelques frictions. Mais en général, de travailler en parallèle, c'est le meilleur moyen pour arriver rapidement au résultat. Par contre, évidemment, c'est consommateur en moyen. Et donc, pour l'avoir vécu, c'est ça, on teste avec, par exemple, 2 fournisseurs qui ont des technologies différentes, qui sont éventuellement dans 2 pays différents, pour voir, j'ai besoin de développer tel produit, quel est celui qui s'en tire le mieux, ou plutôt, qu'est-ce que le travail avec ce fournisseur-là et cet autre fournisseur me permettent d'apprendre, et puis du coup, en combinant finalement ces 2 expériences, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion générale. Donc c'est ça l'intérêt de travailler en parallèle, c'est qu'on va pouvoir apprendre des choses différentes, parce qu'on sera dans des milieux complètement hétérogènes les uns les autres. Et donc, lorsqu'on est dans des vrais projets innovants, ça vaut le coup de lancer des projets parallèles et de les pousser suffisamment longtemps pour apprendre. Parce que si vous arrêtez trop tôt, alors peut-être que vous aurez économisé un petit peu d'argent, mais peut-être que vous n'aurez pas appris. Parce que peut-être que les difficultés ou au contraire les bonnes pistes, les pépites, vous ne serez pas allé jusqu'au bout des apprentissages. Et donc parfois, ça vaut le coup de prolonger les tests, même si vous savez qu'on va dans le mur. C'est toujours difficile d'être sûr qu'on va dans le mur, mais de le faire simplement pour acquérir des apprentissages. Donc une bonne stratégie d'exploration, c'est d'essayer au maximum d'avoir des voies alternatives, alors pas trop parce qu'on s'y perd, le nombre magique c'est 3, voilà, parce qu'au-delà de ça on a du mal à tout gérer, et puis de les pousser suffisamment longtemps pour en acquérir le maximum de bénéfices, même si on sait que c'est pas ce projet-là qui va nous sortir la solution magique,
peut-être qu'on va apprendre des choses que l'on réutilisera sur ce projet ou sur un autre projet. Et en pratique, 2 exemples qui sont issus d'Innogex, donc cet incubateur qui est lié au CERN, donc PlanetWatch. Donc PlanetWatch, c'est l'exemple parfait pour correspondre à ce que je viens de vous raconter, qui montre en fait comment la réexploitation de projets précédents permet d'aboutir à une innovation, permet en tout cas d'aboutir à un succès. En fait, PlanetWatch, donc c'est un projet qui vise à installer des capteurs de mesure de la qualité de l'air, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, soit des capteurs fixes, soit des capteurs mobiles, par exemple sur des petits vélos ou bien des objets en déplacement. Et donc, ça vous permet d'avoir des points de mesure de la qualité de l'air. Bien sûr, une petite blockchain, histoire de consolider toutes ces informations-là. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure d'Algorand, puisque c'est la blockchain qui est utilisée pour ce protocole-là. Et donc, qui va permettre d'avoir et d'acquérir des informations. Mais ce projet-là, PlanetWatch, qui existe aujourd'hui, en fait, il est le fruit de toute l'expérience du fondateur. Donc, Claudio Parinello a commencé en fait son histoire d'entrepreneur. Il était actionnaire de Terabi. Terabi, c'est une entreprise là aussi issue du CERN et qui développe des capteurs. Alors aujourd'hui, il développe des capteurs de distance, des capteurs de température, donc qui se sont il n'y a pas très longtemps pivotés pour évidemment faire face et apporter des solutions face au Covid. Mais leur but, c'est plutôt, lorsqu'ils étaient dans les tunnels du CERN, d'essayer de pouvoir lancer des drones dans les tunnels capables d'éviter les obstacles, d'avoir des capteurs de distance qui soient suffisamment rapides, légers, pour être capables d'évoluer malgré tous les obstacles qu'on peut trouver dans les infrastructures du CERN. Donc, Claudio a travaillé et était actionnaire de Terabi, donc il a acquis des connaissances dans le monde des capteurs. Son entreprise précédente, c'était au CERN, et il a beaucoup travaillé sur tout ce qui est gestion des données, data intelligence. Donc, c'est là qu'il a acquis cette connaissance qui va lui servir aujourd'hui pour capter ces données et puis faire parler ces données. Et puis, avant de lancer PlanetWatch, il a lancé lui aussi sa propre blockchain, c'était Unico, une entreprise qui était dans ce domaine-là. Alors, pour son entreprise PlanetWatch, il a complètement mis de côté Unico qu'il avait développé parce que ça marchait mal ou pas suffisamment bien. Mais c'est grâce à cette expérience et à cet échec qu'il a décidé de travailler avec Algorand. Et donc, aujourd'hui, PlanetWatch, finalement, c'est le fruit d'au moins 3 expériences précédentes, plus ou moins réussies, mais qui se sont combinées et qui donnent aujourd'hui une innovation. Et donc, PlanetWatch, c'est bien la preuve que avant d'arriver à une innovation ou à un résultat, il faut avoir fait des tests. Et puis, à un moment, il pourrait y avoir une combinaison qui sera fructueuse. Donc, dans vos entreprises, conservez bien toutes les informations issues de toutes les expériences qui sont lancées. Même si ça a foiré lamentablement, il y a peut-être des choses à apprendre qui vous serviront pour ce projet ou un projet un peu plus tard. Toute la question, c'est comment conserver ces informations, quelles sont les informations à conserver, comment garder un peu de mémoire pour pouvoir réutiliser ces informations par exemple. Pour Picotech, qui là aussi est issu du CERN, donc là, c'est 2 vrais chercheurs du CERN qui ont travaillé pendant des années à développer des capteurs qui permettent de capter des signaux, et ils se sont dit que tout ce savoir-là, ils allaient l'utiliser pour développer en fait un scanner de détection précoce du cancer. Et évidemment, entre passer des salles blanches du CERN à un dispositif qui doit être validé par toutes les autorités médicales, il y a quand même quelques difficultés, quelques challenges. Je vous prends Picotech plus pour vous montrer en fait comment on peut développer une innovation. Alors, pas tant grâce aux innovations précédentes, mais plutôt en travaillant en collaboration avec d'autres acteurs. Donc, ces 2 chercheurs, première chose, pour essayer en tout cas de développer leur innovation, sont sortis du CERN. Donc, ils sont venus dans l'incubateur Innogex, qui se sont extraits du monde de la recherche pour plutôt se rapprocher d'entrepreneurs, avoir des informations qui viennent du monde de l'entreprise. Et puis, grâce à leur réseau, je reviens au point précédent sur l'effectuation, ils ont réussi à trouver un professeur des HUG qui est tout à fait disposé à utiliser et à tester leur scanner. Mais donc, c'est évidemment grâce à ce contact avec un professeur réel qui utilise ce type de dispositif que le projet se développe. Et donc, évidemment, pour des chercheurs, c'est absolument important d'avoir des utilisateurs sous la main qui va leur donner des informations tout à fait précieuses. Et c'est aussi grâce à ce chercheur, ils ont pu se mettre en relation avec une entreprise belge qui là développe en fait un microtraceur. Alors, est-ce que j'ai le terme?
un radiotraceur, c'est l'espèce de liquide qu'on ingère, qui est radioactif et qui permet de voir s'il y a des éventuelles cellules cancéreuses. Évidemment, ce radiotraceur, c'est en soi une technologie qu'eux n'avaient pas développée. Et c'est grâce à l'alliance d'une entreprise privée, d'une start-up, de cet industriel belge, DHUG, qu'ils ont réussi à décrocher donc un financement européen de 2,5 millions d'euros qui leur permettent aujourd'hui de développer leur technologie. Donc, comment développer une innovation? Donc, soit on se base sur son passé, sur son héritage, et puis on réussit à faire fusionner tout ça et à développer un nouveau produit, ou alors on fait confiance à son réseau, on travaille avec les bons, et puis avec un peu de magie et un peu de chance, on arrive à décrocher des financements pour développer son innovation. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de développer son cercle d'alliés, son cercle de partenaires, pour aller plus loin dans le développement de sa solution. Voilà comment définir une stratégie d'exploration et comment la mettre en place. Troisième partie. Enfin, l'impact de l'innovation, parce que pour l'instant, je vous ai parlé d'innovation, mais pas vraiment d'innovation responsable. Ça arrive. Et donc, toujours, on va retrouver notre ami Magellan. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois qu'on l'a quitté, il avait passé, il était dans le Pacifique, en direction des îles aux épices. Alors, la seule erreur qu'il ait faite va lui coûter la vie, puisque jusque-là, en fait, il n'y a eu quasi aucun combat avec toutes les populations rencontrées le long du périple, sauf là. Et donc, il va mourir, en fait, le 27 avril 1521, sur un affrontement complètement idiot avec des indigènes. Et donc, le reste de l'expédition va continuer sans lui. Et en 1522, le 6 septembre, donc 3 ans après le départ, en fait, on aura 18 survivants sur les 265 du départ qui vont retourner à Séville. Avec le plus petit des 5 bateaux, un seul bateau parmi les 5, et c'est le plus petit. Par contre, chargé d'épices. Et donc, quand on fait le bilan, la question, c'est de savoir si finalement cette expédition-là a été un succès ou pas. Donc là, je vous donne 3 petites pistes. Sur un plan financier, en fait, ils sont revenus avec 26 tonnes d'épices, ce qui a complètement remboursé tous les frais de départ. Donc, c'était un bénéfice net pour les armateurs. Sur la base des connaissances, cette expédition-là a permis de faire des progrès énormes en géographie. La baie de Rio de Janeiro, vous savez pourquoi elle s'appelle Janeiro? Elle a été découverte, en fait, lors de la Saint-Janvier. Voilà. Patagonie. Pourquoi est-ce qu'on appelle la Patagonie? Patagonie, c'est les grands pieds. C'est simplement parce qu'ils ont rencontré des hommes de grande taille. Donc voilà, Patagonie. Et puis l'océan Pacifique, c'est parce qu'ils sont restés des mois et des mois sans vent, d'où une mer très calme, ce qui a provoqué d'ailleurs la mort de grande partie de l'équipage, puisqu'ils étaient sans nourriture pendant de nombreux mois. Donc, en termes de géographie, il y a eu un développement fort. Et puis, on va dire sur l'histoire, sur l'impact que ça a eu, premièrement, ça a prouvé que la Terre était ronde, puisque en allant dans la même direction, on finit par revenir au point de départ. Donc ça, c'était une preuve formelle qui avait été théoriquement démontrée, mais là, on a des personnes réelles qui ont réellement fait le tour de la Terre. Ça a aussi sensibilisé toute la communauté scientifique à la notion de décalage horaire, puisque lorsqu'ils sont arrivés à Séville, entre le carnet de bord qui était tenu sur le bateau et puis la date réelle à Séville, il y avait un jour de décalage. Donc voilà en tout cas ce que finalement cette expédition laisse à l'histoire. Et donc quand on parle d'impact d'une innovation, c'est aussi se projeter avec un peu de recul. Il y a certes les bénéfices financiers, mais il y a tout le reste. Notamment ce qu'on va laisser à l'humanité. Et donc c'est notamment ces 3 points qu'on peut utiliser lorsqu'on aborde une innovation. Et donc, Xavier Pavie, alors, il a eu un passé de marketeur, il est aujourd'hui philosophe, et en tout cas, lui propose finalement 3 moments pour se poser la question, en fait, de l'impact potentiel ou réel d'une innovation. C'est au moment même où on lance l'innovation, en fait, lorsqu'on a l'idée. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? On peut avoir une très bonne idée, mais on peut déjà anticiper des effets tout à fait néfastes, négatifs. Donc, on se pose la question de savoir s'il faut y aller. Ensuite, lorsqu'on développe son innovation, il y a plein de choix techniques qu'on peut faire. On peut choisir tel et tel blockchain, on peut choisir tel et tel matériau, on peut choisir de développer, de fabriquer dans tel et tel pays. Bref, il y a plein de questions qui vont se poser pendant le développement de l'innovation. Et donc, c'est aussi à ce moment-là qu'on peut faire des choix importants pour la suite. Il y a notamment un outil qui est utilisé dans les entreprises, c'est tout ce qui est analyse du cycle de vie, où on essaye d'anticiper en fait les impacts d'un produit sur
notamment consommation d'eau, rejet de CO2, de matières nuisibles, etc., etc. Et puis ensuite, c'est une fois que l'innovation est diffusée, parce que malgré tout ce qu'on a pu essayer d'anticiper, de toute façon, ce sont les utilisateurs qui vont utiliser le produit et qui vont normalement détourner le produit de son utilisation initiale. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise responsable? Comment est-ce qu'on essaye à minima de surveiller ou de piloter ou d'influencer, ou en tout cas de comprendre ce qui se passe sur le produit qu'on a développé? Et donc, évidemment, la notion d'innovation responsable, c'est d'avoir ces questionnements-là tout au long du process de conception, puisque finalement, vous êtes à l'origine de l'arrivée et de l'émergence de ce produit-là, donc vous avez cette responsabilité-là. Alors, quand on parle d'impact, on parle d'un changement. Alors, c'est un changement qui est intentionnel ou non. Vous pouvez l'avoir décidé, mais il peut arriver de façon complètement impromptue. Il peut être immédiat ou il peut être différé dans le temps. Les problèmes de pollution, par exemple, n'arrivent pas nécessairement le jour de l'arrivée de l'innovation. Ça peut être local, ça peut être global, ça peut être des choses qui se partagent largement, et puis ça peut être ici ou ça peut être ailleurs. Des choses que l'on peut développer ici peuvent avoir des impacts ailleurs. Donc c'est pour ça que la gestion des impacts est assez difficile à prendre en compte en entreprise, et qu'il y a évidemment des impacts négatifs, il y aura des impacts positifs, et que pour chaque innovation, il va falloir faire en fait la liste de l'ensemble de ces impacts et d'essayer de les gérer un par un, de la même façon que les entreprises savent gérer, savent faire de la gestion des risques. On sait aujourd'hui, on a des outils pour faire de la gestion des impacts. Et donc, cette notion, en tout cas, de management responsable de l'innovation, c'est d'essayer de prendre en compte la gestion des impacts dans le process d'innovation, dès le début, ou plutôt dès les phases de créativité, jusqu'aux phases de diffusion et de commercialisation. Évidemment, ça pose la question de la formation, de la responsabilité des innovateurs. Ça, je le garde pour la fin, mais ça va passer par la formation et par la sensibilisation des acteurs de l'innovation. Donc, si vous-même, vous êtes un acteur, quel qu'il soit, dans un process d'innovation, vous avez aussi cette responsabilité-là de vous poser ce type de questions. Il y a deux entreprises, Philips d'un côté et puis Seb de l'autre, qui ont essayé d'intégrer dans leur pratique de conception de produits. Que Philips a sorti ce guide Designing with Purpose, où ils essayent où ils ont caractérisé ce que devait être un produit qui sort de chez Philips. C'est un produit qui doit être inclusif. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, tout type de personnes, quelles qu'elles soient, avec des déficiences, des handicaps, des facilités ou pas. Des produits responsabilisants, donc qui permettent aussi aux utilisateurs de ne pas être dépendants. Beaucoup de produits digitaux aujourd'hui qui peuvent nous rendre dépendants. Donc, est-ce que notre produit donne du pouvoir aux utilisateurs et leur permet de faire des choses supplémentaires? Est-ce que c'est adaptable au contexte? Lorsqu'effectivement on est une entreprise internationale, est-ce que le produit que je développe pour le marché suisse ou le marché européen, est-ce que ça va marcher en Afrique ou dans d'autres zones du monde? Il n'y a peut-être pas les mêmes infrastructures. Donc, est-ce que c'est un produit qui s'adaptera au contexte? Est-ce que c'est un produit durable? Ça, c'est une problématique qui est quand même plutôt connue. Il y a l'environnement. Un produit extensible, donc qui permettent aussi d'avoir d'autres usages que ceux qui étaient prévus au départ, qui permettent éventuellement aussi de se relier aux infrastructures locales ou à des choses, ou des produits déjà existants. Et puis un produit qui a du sens, qui permettent notamment de s'intégrer dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc en tout cas, voilà ce que Philips propose comme nouvelle règle de conception de produits. Et donc ça veut dire que les produits de Philips doivent répondre, en tout cas un peu plus, aujourd'hui plus qu'avant en tout cas, à ce type de problématique. Et Seb, sur un angle différent, a collaboré notamment avec des designers pour que leurs produits soient de plus en plus facilement utilisables par des personnes qui présentent des handicaps. Donc ça peut être des déficiences visuelles, par exemple. Comment concevoir des produits qui puissent être utilisés par des gens qui peuvent confondre les couleurs, par exemple, ou bien des gens qui ont moins de force que la moyenne, des personnes éventuellement handicapées. Comment concevoir ces produits qui puissent être facilement attrapés par des personnes âgées, des enfants, etc. Donc ça amène plein de réflexions sur la façon de concevoir les produits. Alors le point intéressant, c'est que lorsqu'on s'intéresse à des populations tout à fait particulières, en général, ça permet aussi à nous tous, la population générale, d'en profiter. Puisque finalement, une personne à mobilité réduite, alors c'est certes quelqu'un en fauteuil roulant, mais c'est
l'un de vous, après la saison de ski, on va revenir avec notre béquille, on sera tout à fait heureux d'avoir des escaliers mécaniques, un ascenseur ou un trottoir suffisamment large pour pouvoir passer avec une poussette, etc. Donc en général, lorsqu'on s'intéresse à ces populations tout à fait particulières, le reste du monde en profite. Et donc d'avoir ce type de comportement et ce type de réflexion, plus de responsabilité dans la conception de ces produits, permet effectivement d'en faire profiter plus largement. Si ces sujets vous intéressent, il y a 2 textes de référence qui permettent quand même d'aller plus loin et de se poser des questions. C'est notamment la norme ISO 26000, responsabilité sociale, qui traite de toute la responsabilité sociale des entreprises. Et puis on a également l'ONU, qui a développé les objectifs de développement durable, mais c'est de s'occuper des personnes, de la planète, prospérité, de la paix, et puis de tout ce qui est partenariat. Juste en termes de conclusion, ce qui m'a permis en fait de récolter ces phrases et ces pépites, c'est Stefan Zweig, qui a donc écrit Magellan. Je vous le conseille. C'est un petit bouquin de poche, ça se lit en une soirée, une grosse soirée, donc c'est parfait. Vous allez vivre une belle aventure historique et puis vous allez retrouver tous mes messages sur l'innovation responsable. Donc, voilà, juste pour vous rappeler, faire de l'innovation, il faut avoir un esprit particulier, qui est l'esprit de l'effectuation, d'utiliser ce qu'on a sous la main et puis d'avancer sans faire trop de plans et passer trop de temps sur un Gantt. Ensuite, d'avoir une stratégie d'exploration. La meilleure stratégie d'exploration, c'est d'avoir plusieurs projets en parallèle, parce qu'on ne sait pas laquelle va fonctionner. Et puis ensuite, la notion d'impact, de responsabilité, donc d'essayer de se poser des questions dès le début, pendant la conception de l'innovation, et puis par la suite, une fois que l'innovation s'est répandue, de voir un petit peu quels sont les impacts sur la société. Voilà, ce que je vous propose, en fait, c'est de prendre quelques questions. Merci beaucoup. Une avant-première que Frédéric nous fait, c'est effectivement de nous présenter son bouquin qui va sortir officiellement dans quelques jours. Et on est très fiers au niveau de Swiss Consulting Association d'avoir cette primeur. Il y a 2 questions. On commence par notre invité. On va les entendre. Donc la question, c'est finalement comment mesurer les impacts d'une innovation, en fait. C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir le faire ou de se dire que c'est important de le faire. Alors oui, il y a des agences dont c'est le métier qui commencent à émerger, qui commencent à définir des méthodos. Pour l'instant, il n'y a pas une méthodo universelle. Et puis, vous avez compris que de toute façon, on mesurait quelque chose en fait qui est tout à fait intangible. Donc, chacune de ces entreprises de notation a ses méthodes, ses algorithmes plus ou moins connus. Donc dans le bouquin, je propose une espèce de best-of de ce que j'ai pu moi récupérer. Mais enfin, ce qui est important, c'est plutôt, en tout cas, c'est de se poser la question et de se dire, les axes importants en termes d'outils. Oui, les agences de notation ont leurs propres outils, des algorithmes tout à fait développés. Maintenant, utilisables par les entreprises, c'est pas si simple concrètement de se payer ce genre de service. En général, on le fait pas. Elles le font pour les entreprises en général qui sont cotées en bourse. Donc, sur votre petite innovation, sur votre projet, sur votre truc, sur lequel d'ailleurs vous ne voulez peut-être pas communiquer, vous risquez de ne pas pouvoir appliquer leur méthode. Donc, oui, donc il faut se poser notamment la question, en tout cas, la notion d'impact, le point à retenir, c'est que si vous voulez vraiment mesurer l'impact d'une innovation, il faut que ça sorte de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que d'autres personnes que l'entreprise puissent donner son avis et son opinion sur les impacts de cette innovation-là. Et il y a notamment des entreprises qui font appel à la foule. Donc, on fait du crowd rating, et c'est notamment une entreprise genevoise d'ailleurs, alors qui le fait pour les entreprises cotées, c'est Impact, je fais un petit peu de pub, IMP2AKT, dont c'est le boulot, et en fait qui s'appuie sur un réseau d'évaluateurs répartis dans le monde entier, et qui, en fonction de leur réalité, de ce qu'ils voient sur leur terrain, de ce qu'ils perçoivent au quotidien, évidemment sur la base de documents scientifiques publiés, etc., vont émettre des avis. Alors pour l'instant, ces avis sont essentiellement pour les entreprises cotées, en fait. Mais donc, le point important, c'est que si vous êtes tout seul à évaluer l'impact, bon, c'est mieux que rien, mais on n'est vraiment pas très précis. Donc, vous devez absolument étendre votre réseau et votre spectre et votre vision. Ensuite, il faut se poser la question de savoir si ces gens-là sont fiables ou sur quoi les données sont basées. Est-ce qu'il y a des indicateurs ou c'est simplement des opinions? Mais déjà, si vous croisez
un grand nombre de personnes basées sur des faits qui soient établis, plutôt que de parler de « ouais, j'ai l'impression que ça contribue à quel est l'impact réel sur, je ne sais rien, la famille, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, etc., sur des faits, déjà, vous améliorez en fait la mesure de l'impact. Ensuite, il faut le faire dans la durée, parce que les effets peuvent arriver dans le temps, peuvent être différés par rapport à l'arrivée de l'innovation. Donc, vous avez besoin de temps et ça se mesure sur le temps long. Donc, concrètement, pour des gens qui voudraient le faire demain, faites-le déjà en équipe projet, et puis essayez d'associer des gens qui sont en dehors de ce projet-là et qui aient d'autres regards que le vôtre, et qui vont pouvoir apporter des regards alternatifs sur les impacts, parce qu'en fait, on parle de l'impact, mais une innovation peut avoir plusieurs impacts, des impacts positifs et des impacts négatifs. Et ensuite, il faudra travailler, évidemment, à renforcer les impacts positifs et à travailler sur les impacts négatifs, mais il n'y en aura jamais qu'un seul. Et alors, l'autre conseil, c'est ne faites pas non plus une moyenne. C'est pas parce qu'on a un plus et un moins que ça fait 0. S'il y a un impact négatif, il restera, même s'il y a quelque chose de positif à côté. Donc, il faut bien isoler chacun des impacts que vous allez identifier. Et donc, vous avez besoin d'avoir cette notion de partie prenante, donc des gens qui ne voient pas les choses de la même façon que vous. Donc, pour une entreprise, ça peut être de faire appel à des citoyens, à des syndicats, potentiellement à des gens qui s'opposent à votre projet, parce qu'ils vont vous apporter, si vous êtes capable de les entendre, des regards critiques. Tu avais une autre question. Oui, merci beaucoup. Deuxième question, Philippe. Est-ce que tu peux répéter les questions pour ça? Donc, la première question, c'est, la Suisse, dans tous les classements, ou dans beaucoup de classements, est souvent au numéro 1 parmi les pays jugés comme innovants. Alors, ça dépend des classements, des règles, etc. Mais souvent, ça se base sur le nombre de brevets déposés. Et effectivement, et notamment grâce aux entreprises pharmaceutiques, la Suisse bénéficie en général de beaux classements. Est-ce que des brevets, ça fait des innovations? C'est une très grande question. En général, non, et ce n'est pas non plus des dépenses en recherche et développement qui provoquent nécessairement des innovations. C'est un peu plus complexe que ça. Il y a l'OCDE, etc., tout un tas d'organismes internationaux qui établissent des classements, qui essayent de voir quels sont les paramètres, notamment l'éducation, en fait. Il y a des études très, très sages, notamment au niveau européen, qui classent les pays plutôt en utilisant ces critères-là, qui permettent d'avoir des choses un peu plus avancées sur la capacité des pays à innover, mais il y a notamment le niveau d'éducation, le niveau de formation, le taux d'entrepreneuriat, la prise de risque, la réglementation. Donc oui, la Suisse est aujourd'hui plutôt dans le haut du peloton. Peut-être que si on retirait certaines entreprises très particulières qui sont à Bâle, peut-être que le classement serait pas le même. Et puis d'autres questions, le Calmon, là. Pourriez-vous répéter la question? Juste résumer. C'est important pour ceux qui sont à distance. Alors, je vais essayer de poser. Oui, alors, on a une question tout à fait intéressante sur les critères potentiels, que l'on peut éventuellement utiliser pour mesurer l'impact d'une innovation, et notamment ceux du commerce équitable. Oui, c'est ça. Ça peut être une référence. Donc, ils peuvent être une référence. Alors, c'est effectivement pas la référence que je mets en avant. En réalité, c'est un sujet qui est ouvert. Donc, je pense qu'on n'a pas encore trouvé, en fait, les critères pour parler et pour mesurer d'une façon sûre l'innovation responsable. Moi, je me suis plutôt basé sur ce que faisaient ces agences de notation spécialisées dans l'impact et sur la norme ISO 26000 qui est plutôt sur la responsabilité sociale des entreprises. Mais j'aurais pu effectivement y ajouter. Ce sera pour la version 2, merci. C'est bien, on travaille sur la version 2 dès tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ici, puis après on passera à ceux qui sont à distance. Alors, une question piège, évidemment. Comment je positionne l'innovation, l'exploration par rapport aux méthodes agiles, en fait. Et est-ce que avoir plusieurs projets en parallèle, c'est pas antagoniste à avoir un développement en mode agile? Alors, moi, je suis pas un spécialiste de l'agile. Mais est-ce que parce qu'on est en mode agile, on fait de l'innovation? Je suis pas si sûr. Je pense que, en tout cas, à partir du moment où on est capable d'avoir un cahier des charges, alors on n'est pas en innovation. Si on est en exploration, on n'a pas de cahier des charges. Parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi on parle. En fait, l'exploration aboutit à un cahier des charges. C'est-à-dire que c'est après avoir fait l'exploration qu'on comprend ou qu'on est capable de spécifier ce qu'on va faire. En tout cas, ce qu'on peut garder de l'agile, et ce qui est à garder de l'agile par rapport à ça, c'est de se dire on est sur des cycles courts, en fait. Et ça, par contre, quand on est en innovation, en exploration, il faut arrêter d'imaginer
de partir en se disant que dans 3 ans, on sera riche et milliardaire, mais se dire, OK, peut-être faisons un premier test, mais vraiment très basique, et de testons et d'avoir du feedback des utilisateurs. C'est ça qu'il faut garder de l'agile, un vrai retour du client, un vrai retour de la réalité, une vraie faisabilité pour voir ce que ça donne et comment avancer. En tout cas, clairement, vous avez, enfin, dans n'importe quelle organisation, vous avez besoin de fractionner votre projet et de partir sur des cycles très courts. Alors, est-ce qu'il faut partir sur 2 semaines, 3 semaines? Ça, c'est à vous de voir en fonction. Quand on développe un scanner pour le traitement du cancer, 2 semaines, c'est la rigolade. En 2 semaines, on n'a rien fait, quoi. Évidemment, hein, le développement, juste le design du produit, ça va prendre 6 mois ou 1 an, quoi. Donc, tout dépend de ce qu'on développe. Mais il n'empêche que d'avoir des séquences courtes, et on en revient à la première partie sur l'effectuation, c'est de se dire combien j'investis, enfin, qu'est-ce que je suis prêt à perdre, en fait. Donc finalement, pour cette étape-là, on part pour combien de temps et on met combien d'argent dessus. Et puis on fera le bilan de là où on est arrivé à la fin de la période. Donc je pense que dans l'agile, il faut garder ça et d'avoir des développements en parallèle. Ouais, c'est utile quand vraiment on ne sait pas où on va, en fait. Parce que, en fait, si on n'est pas sûr que c'est cette techno qu'il faut avoir, il faut en tester 2, 3, et puis de voir laquelle marche le mieux dans plusieurs conditions possibles, en fait. Si on n'en sait vraiment rien, en fait. Ou si même on fabrique la techno au fur et à mesure de l'avancement, en fait. On ne peut pas savoir, en fait. Donc, se limiter, en fait, et de faire un choix, ça va brider d'autres opportunités. Donc, si on peut le faire, c'est bien de faire du parallèle. On ira plus vite à un bon résultat. Très bien. Y a-t-il d'autres questions ici? Sinon, on donne la parole effectivement à ceux qui sont rivaux. Alors, la question, c'est est-ce que l'utilisateur, c'est oui, un moteur ou un frein à l'innovation? Bon, vous avez raison. Hein, qui nous a dit ça? C'est Ford. Hein, que si on avait demandé aux utilisateurs ce qu'ils voulaient, ce serait des chevaux plus rapides, mais pas une voiture. Alors, il y a 2 choses. En tout cas, d'avoir quand même un lien. Alors, l'utilisateur, en plus, quand on est dans l'innovation, en général, on se plante sur l'utilisateur parce que celui qui va l'utiliser, c'est pas celui qu'on a ciblé, qui va l'utiliser, c'est pas celui qu'on a ciblé au départ. Mais il n'empêche que quand on dit utilisateur, à minima, on dit un pied dans la réalité et pied, en tout cas, avec des gens autres que ceux qui développent et qui restent dans l'équipe projet. Donc, quand même, de sortir de chez soi et d'aller en parler à des gens, même si c'est pas les bons. De toute façon, si c'est de l'innovation, on ne sait pas encore qui seront les bons. Mais par contre, en proposant un produit ou un bout de produit ou un bout de machin, ça permet qu'éventuellement des gens s'y intéressent et ça peut permettre de trouver des usages. Donc, on peut démarrer avec les utilisateurs parce que ça ressemble à quelque chose, des utilisateurs, et puis les usages émergeront de ce que des personnes en feront. Donc, moi, quand même, j'utiliserai les utilisateurs pour ça, pas comme une parole sacrée ou de validation, etc. Parce que lorsqu'on est en exploration, en fait, on ne les connaît pas encore et on ne connaît pas non plus les usages. Mais par contre, il faut les provoquer en donnant de la matière et des moyens qui permettent à ces personnes-là d'interagir avec. Donc ça, c'est sur les utilisateurs. Maintenant, sur l'impact, en fait, je ne sais pas si j'ai utilisé le terme, mais il faudrait parler de parties prenantes. En fait, il faut des utilisateurs, mais c'est qu'une des parties prenantes. Il faut des non-utilisateurs. Il faut des opposants à l'innovation qui va arriver. Il faut des syndicats, il faut des politiques. Enfin bref, il faut avoir tout le spectre des personnes qui vont graviter autour pour essayer d'avoir un avis le plus large possible sur les impacts de l'innovation. Voilà, donc il est temps de donner la parole à ceux qui sont à distance. Hein. Oui, merci beaucoup déjà pour cette belle présentation. Elle était extrêmement illustrative et compréhensible. En fait, je souhaite savoir comment on peut savoir jusqu'où il faut persister dans un projet, dans les différentes alternatives. Vous avez parlé de budget. Bon, je pense normalement il y a un budget qui nous limite probablement, mais quand même, où est-ce que on peut aussi juste hors budget ressentir quand c'est ces choses perdues, quand il faut changer de voie? Bon, alors il y a évidemment pas de réponse, hein, ça dépend de contexte, mais en tout cas de se dire avant même de démarrer combien de temps on se donne et combien d'argent on est prêt à mettre pour faire le point, c'est un minimum. C'est comme quand on part au casino ou qu'on va investir dans des crypto-monnaies, c'est mieux de se le dire avant plutôt que de rajouter du cash au fur et à mesure où les choses avancent. Donc voilà, ce soir, on se donne 3 mois, 1000 de budget, et puis on verra bien à ce moment-là ce qu'on a appris.
Et on verra à ce moment-là si ce que l'on a appris vaut le coup que l'on continue, ou alors au contraire, il faut changer de voie en fait. Donc je le prendrai plutôt comme ça. C'est plutôt au départ qu'il faut se fixer des critères. Et une fois que la butée est atteinte, on fait le bilan et on essaye de comprendre ce qui a été appris pour savoir si on remet au pot pour la prochaine étape. Mais en fait, il n'y a évidemment pas de bonne... voilà, ça dépend évidemment du budget, ça dépend de tout un tas de choses. Et là aussi, on a des équipes projets qui vont devoir discuter, en parler à des sponsors et voir si on continue ou pas dans cette voie-là. En tout cas, les études, et notamment il y a eu une étude qui a été faite sur Nokia, qui montre que souvent, si on arrête trop tôt les projets, alors certes, on économise du cash et du temps, etc., mais on n'obtient pas les apprentissages qu'on aurait eu si on avait continué, en fait. Donc, parfois, on peut continuer un projet, pas tant pour le résultat, c'est-à-dire qu'on sait que ça va foirer, et que c'est pas ce projet-là qui va sortir le produit magique. Par contre, on peut continuer parce que ça développe soit un esprit d'équipe, soit des compétences nouvelles, soit des relations avec un fournisseur qu'on pourra réutiliser par la suite. Donc, on peut aussi décider de continuer un projet pour des raisons autres que juste l'output direct du projet. Je vais reprendre un petit peu le lead. Donc ici, on va passer tout à l'heure, je dirais, à la partie récréative. On va manger ensemble, on va continuer la discussion, on va passer aux dédicaces. On a de la chance au niveau de Swiss Consulting Association, on a une avant-première. Donc on a une publication d'un livre qui n'est pas encore sorti officiellement. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.